Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour notre rendez-vous de l'école du changement. Pour aujourd'hui, nous aurons en tout cas l'école des droits de l'homme. On va faire un état des lieux de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et cela à la suite de l'intervention du chef de l'État à la session des droits de l'homme de l'ONU qui s'est tenue dernièrement à Genève, en Suisse. Et pour faire cet état de lieu, nous aurons en tout cas comme enseignant du jour Maître Bopol Mupemba. Il est avocat, il est défenseur des droits de l'homme et il milite au sein de l'Association congolaise pour l'accès à la justice que dirige Maître Georges Kapiamba, qui n'a en tout cas plus à présenter. Bienvenue Maître Bopol Mupemba. Merci, merci de m'avoir reçu sur ce plateau de l'école du changement. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité et je serai disponible pour répondre à toutes les questions que vous me poserez au plus grand bonheur des téléspectateurs. Voilà, ACAJ en tout cas est connu pour la promotion et la défense des droits de l'homme, les dénonciations des violations des droits de l'homme. Et si vous arrivez sûrement de faire quand même un état des lieux de cette situation, si on vous demande en tout cas de faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme actuellement en RD Congo, vous direz quoi en quelques mots, Maître? Oui, ce que nous dirons, la CAJ fait la situation des droits de l'homme par une technique qu'on appelle généralement le monitoring des violations des droits de l'homme. Et cette technique de monitoring s'est fait selon les thématiques. Donc, il y a les droits civils et politiques, les droits sociaux, économiques et culturels. Il y a les droits de la solidarité internationale qu'on appelle généralement les droits collectifs. Et s'il faut qu'on fasse un état des lieux, nous avons quitté de l'étape de la situation préoccupante et nous sommes en train d'évoluer petit à petit vers une amélioration des droits de l'homme parce que les violations des droits de l'homme, il faut le dire, ont quand même diminué, surtout pour certaines thématiques qui avaient à un certain moment affiché une grande augmentation des violations des droits de l'homme. Donc, si je comprends très bien, vous êtes d'accord avec le chef de l'État quand il faisait son intervention devant la dernière session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, où il indique que, en tout cas, la situation des droits de l'homme n'est plus préoccupante comme de par le passé, qu'il y a plus de prisonniers politiques et que les gens peuvent en tout cas user de leurs droits aux manifestations, à la liberté d'expression. Effectivement, vous êtes aussi tout à fait d'accord avec moi que c'est ça la situation actuellement parce que nous n'accusons pas des grandes violations des droits de l'homme comme dans le temps et qu'aujourd'hui on peut aussi dire qu'il n'y a pas des prisonniers d'opinion comme on l'avait dans les temps passés, il n'y a pas de personnes arrêtées pour des manifestations publiques, il n'y a pas de restrictions des libertés publiques, notamment les manifestations et les autres droits. Il y a aussi dans le droit civil, dans les droits économiques, sociaux et culturels, une évolution qu'on appelle les droits socio-économiques sont appelés généralement les droits créances. Pourquoi? Parce que ce sont les droits qui nécessite l'intervention de l'État. Et nous pouvons aujourd'hui dire que, avec l'effort du chef de l'État qu'il est en train de faire, la construction des infrastructures pour la desserte en produits agricoles, nous avons par exemple la gratuité de l'enseignement qui est tout à fait effective maintenant, il y a la gratuité de la maternité pour certaines catégories de personnes. Tout ça, ce sont les efforts que l'État, à travers le chef de l'État, est en train de faire pour améliorer les conditions des droits de l'homme. Et donc, nous pouvons dire que l'État est en train de faire petit à petit son travail. Nous ne disons pas que c'est tout à fait blanc. Donc, il y a encore des choses à améliorer et nous estimons que nous allons pousser encore à travers notre organisation pour demander aux auteurs, aux personnes qui sont autour des chefs de l'État, de faire respecter les droits de l'homme parce que justement, le chef de l'État est engagé sur ces chemins-là. Mais il y aura même des observateurs indépendants aussi qui notent par exemple que les mêmes pratiques qu'on avait décrites par le passé sont toujours en cours. Il y a par exemple des acteurs politiques qui sont pris comme ça, pratiquement levés sur la route, amenés nos militaires dans les services de renseignement où ils sont gardés pendant quelques jours, quelques semaines, et après on va les envoyer
et à la prison de Makala, devant le parquet. Oui, Et justement. jusqu'à maintenant, on note par exemple qu'il y en a qui ne sont même pas encore jugés ou condamnés et qui sont toujours en détention Tout à fait. provisoire Justement. et qu'on a du mal même à connaître les motifs de leur arrestation. Justement, c'est justement ça ce que nous déplorons. On vient de dire que toutes les institutions impliquées, le gouvernement et toutes les institutions impliquées dans la gestion de l'État doivent prendre à bras le corps le discours du chef de l'État pour qu'il soit effectif et qu'ils les mettent en application. Je disais tout à l'heure que la situation est en train de s'améliorer, mais la situation n'est pas tout à fait blanche. C'est-à-dire que nous avons quitté de l'étape de la préoccupation, nous sommes en train d'aller vers l'étape de l'amélioration. Mais il y a encore, comme on le dit dans le jargon courant, les moutons noirs, les autres institutions qui, elles, se considèrent comme des institutions puissantes et qui pensent qu'il faut violer les droits des autres. Mais il appartient, je crois, aussi au magistrat suprême, à l'autorité suprême du pays, de faire en sorte que son discours ne soit pas contredit par les actes posés par certains sociétaires préposés de l'État sur terrain. Oui, c'est une Parce que recommandation. quand vous prenez le cas, par exemple, de Manix Yenda, Oui. il était sur le point de tenir juste un point de presse sur l'avenue Willery, on l'a ramassé. Oui. Il est aujourd'hui détenu dans les services secrets. Oui, c'est en c'est contradiction ça. avec ce que les chefs de Il n'y l'État a pas, il n'y a pas que devant ce la cas. tribune du Il n'y a Conseil pas que des ce droits de cas. l'homme. Il y a beaucoup d'autres cas que nous pouvons citer ici, des personnes qui sont arrêtées pas arbitrairement, irrégulièrement, parce que justement, nous voulons bien soulever les cas de Monsieur Fortuna Bifor Bisselele, qui a été convoqué par l'ANR via un téléphone, un appel téléphonique. Il a été appelé par l'administrateur général de l'ANR et pour une séance de travail. C'est ça le motif de son appel. Et quand il est arrivé à l'ANR, il voit que les choses se sont transformées en audition et on a commencé à l'entendre sur PV pour des faits qu'on lui reproche. Et donc, c'est déjà une situation qui viole les droits de l'homme. Et M. Fortuna Bisselele a été gardé à l'ANR pendant 6 jours. Encore une autre violation des droits de l'homme, parce que ça, ce n'est plus une détention légale qui est prévue par la loi, étant donné que l'ANR, les membres de l'ANR agissent comme des OPJ, ils ne peuvent détenir quelqu'un que pendant 48 heures. Mais là, ils ont dépassé, ils l'ont gardé pendant 6 jours. C'est encore une violation des droits de l'homme. C'est comme ça que nous disons que il est mieux que les acteurs des institutions, les responsables des institutions comprennent que la volonté du chef de l'État est de garantir un état de droit ou un état où il y a diminution totale de violation des droits de l'homme. Il ne faut pas qu'on commence à utiliser des institutions pour violer les droits de l'homme au nom de tel ou tel autre aspect. Si quelqu'un a commis une infraction, invitez-les en bonne et due forme, transférez-les au parquet et à partir du parquet, il peut être... Mais moi, on note aussi, par exemple, pour le cas de Bifor Bisselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, c'était après son intervention avec les journalistes Alain Foucault, des RFI, où il disait que voilà, il y avait un deal entre notre autorité suprême et l'autorité suprême d'un pays étranger. Et c'est après cette intervention qu'il a été cueilli. C'est ça, je pense. Donc ça pose toujours un problème de la liberté d'expression. Sans pour autant faire de l'apologie de M. Bifor ici, je voudrais dire que M. Bifor, j'estime que si le chef de l'État l'a mis à ses côtés comme conseiller privé, c'est-à-dire qu'il a reconnu en lui des capacités d'une bonne personne. C'est-à-dire que j'estime que M. Bifor ne peut pas faire cette intervention sans l'autorisation de son supérieur, qui est le chef de l'État directement. Donc, il faut aussi reconnaître que
passer dans une émission radio-télévision, ce n'est pas une infraction, mais seulement il faut savoir ce qu'on va dire dans cette émission. Il faut éviter de commettre des infractions. Donc il avait brisé son obligation de réserve. Donc il avait l'obligation de réserve, mais il y a certaines émissions pour lesquelles il doit demander nécessairement l'autorisation. Je pense qu'il avait demandé l'autorisation, sans entrer en détail de ce qui s'est passé réellement, parce que l'instruction est secrète. Il a demandé l'autorisation et cette autorisation lui a été accordée. Il ne faut pas qu'on utilise ce genre de choses pour régler des comptes à un monsieur qui a été loyal à côté du chef de l'État pendant un bout de temps, qui a lutté. Donc vous confirmez, vous, Maître Bopol Mupemba, selon vos enquêtes, avant de faire cette interview, il avait reçu l'autorisation de la hiérarchie. Oui, j'ai dit ici avec beaucoup de pincettes que il a reçu l'autorisation de la hiérarchie parce que je pense que il ne pouvait pas aller prendre un aussi lourd engagement sans pouvoir avoir l'autorisation du chef. Je ne confirme pas, mais j'estime que il a dû plus ou moins obtenir cette autorisation. Bon, le problème aussi, c'est que comme tous les commis de l'État, quand ils se retrouvent en prison, ce sont des problèmes de santé qui commencent. Et lui aussi, on apprend qu'il est malade. Oui. Et il y en a qui disent que non, ça doit être une maladie diplomatique pour qu'il puisse sortir de la prison. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez vu? Vous avez vu son dossier médical? Est-ce que Bifor Bisselé est réellement malade, Maître Bopol Mupemba? Effectivement, ça ne peut pas être une maladie diplomatique parce que la santé, on ne joue pas avec. Donc, M. Bifor Bisselé a commencé à sentir des douleurs dans son dos, à côté droit. Il a commencé à sentir des douleurs et comme une bonne personne, il a eu le réflexe de faire appel au médecin de la prison centrale de Makala. Et c'est sur base du rapport médical émis par le médecin de la prison centrale de Makala. Dans ce rapport, on lui recommande d'aller se faire soigner dans un hôpital approprié. Parce que pourquoi? Les médecins de Makala ou l'hôpital de Makala n'a pas tous les matériels possibles pour faire des examens appropriés. C'est comme ça que le médecin, un rapport médical est là, qui atteste qu'il est effectivement là d'après un diagnostic et qu'il était possible d'aller se faire soigner. Et vous avez adressé la demande à qui? La demande a été adressée au ministre naturellement au ministre de la Justice qui a en sa gestion les prisons et les prisonniers d'abord. Et nous avons adressé aussi cette lettre a été les autorités judiciaires ont été mises en copie et que nous pensons que ils doivent réfléchir utilement pour sauver la vie. Ça fait déjà combien de temps que la demande a été faite? Ça fait aux environs, ça fait 3 ans, 3 mois plutôt, 3 semaines. Depuis 3 semaines, vous êtes vraiment optimiste quant à une suite favorable par rapport à cette requête? Nous espérons qu'il aura une suite favorable parce que les personnes qui dirigent toutes ces institutions, ce sont des personnes humaines et qui travaillent pour la protection de la dignité humaine. Parce que les droits de l'homme, c'est une matière qui protège essentiellement la dignité humaine. Et donc, pour que cette dignité humaine soit protégée, il faut poser certains actes pour protéger les personnes qui sont à notre responsabilité. Et donc, Madame la ministre de la Justice, le procureur général pour la Cour de cassation et tous les autres sont des personnes humaines et que si cela n'allait pas se faire de bonne foi, mais il y a quand même aussi la loi qui l'impose. Parce que la RDC a ratifié les traités et les conventions internationaux en matière de la protection des personnes en détention. Donc, ces traités et conventions obligent la République démocratique du Congo d'amener un détenu qui est malade devant les instances appropriées pour qu'il se fasse soigner correctement.
pour une bonne prise en charge. Bon. Donc, si au-delà de la bonne foi ou au-delà de l'humanité, mais il y a quand même la loi qui l'impose. Voilà, donc au-delà de l'humanité, il y a les instruments internationaux qui imposent, qui obligent en tout cas les autorités congolaises de pouvoir quand même accorder à un prisonnier qui est malade, comme c'est le cas de Fortuna Bisselele, d'aller en tout cas se faire soigner, tout simplement parce que le but de la détention le but de la détention, c'est pas une condamnation à mort. Non, ce n'est pas une condamnation à mort, étant donné que la personne n'est même pas encore condamnée et que son dossier n'est pas encore fixé. Donc, jusqu'à ce jour, il a même profité de cette occasion pour introduire une demande de liberté provisoire, mais malheureusement, cette liberté lui a été refusée. On ne sait pas pourquoi, et pourtant, il a une résidence connue en République démocratique du Congo. Sa fuite n'est pas à craindre, et qu'on estime que toutes les institutions, tous les services de sécurité peuvent sécurisé pour qu'il ne puisse pas prendre fuite et qu'il va se présenter en homme libre devant les instances judiciaires. Et si cela s'avérait que les faits lui reprochés sont vrais et qu'il devrait subir la rigueur de la loi, il le ferait. Oui, qu'est-ce que vous pensez à ceux qui, peut-être méchamment, disent que lui, quand il est aux affaires, il aurait aussi contribué à jeter des compatriotes en prison et que lui, aujourd'hui, il ne doit pas se plaindre? Non, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves que lui, il a fait jeter des compatriotes en prison. C'est ça que je disais justement, s'il faut qu'on quitte la notion de droits de l'homme et les autres notions, que ne faudra pas qu'on commence à utiliser les institutions de l'État pour régler des comptes à quelqu'un. Comprenez? On ne peut pas utiliser les institutions de l'État pour commencer à régler des comptes à un individu. Les institutions de l'État ont un principe à respecter, ils doivent respecter ces principes. Il ne faut pas qu'on se lève un jour, on se dit que cet homme devient un embêtement pour moi, et voilà, on va utiliser les institutions de l'État pour lui régler des comptes. Donc, lui, comment il peut faire jeter des gens en prison? Il n'est pas juge, il n'est pas magistrat, il n'est pas militaire, il n'est pas général. C'est qu'un conseiller privé à côté du chef de l'État. Un conseiller privé. C'est-à-dire qu'il parlait des choses très privées avec le chef de l'État. Et donc, il n'est pas une institution judiciaire pour jeter les gens en prison. Donc, c'est un faux débat. Je pense que ce n'est pas bon. Nous devons apprendre à respecter les institutions de l'État telles qu'elles sont établies et permettre à ce que toutes les institutions de l'État fonctionnent telles que la loi les prévoit. Et qu'on évite aussi la politique de 2 poids, 2 mesures, parce que l'on sait que dans le passé, il y a aussi des prisonniers à qui on a accordé aussi l'autorisation d'aller faire soigner d'aller se faire soigner au pays et même à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes en train puisque c'est l'actualité, nous sommes en train de nous plaindre du fait que Macron est en train de venir ici et que la France n'a pas émis une opinion concrète sur ce que le Rwanda est en train de nous faire subir. Pourquoi ils le font en faveur de l'Ukraine et non en faveur de la République démocratique du Congo. Justement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont bénéficié de cette liberté provisoire et qui se sont présentées en homme libre devant la justice, pourquoi pas lui? Il est aussi un Congolais comme nous tous. Voilà, donc nous notons que Fortuna Bisselele est malade selon Maître Bopol Mupemba, qui est aussi son avocat, et que sa demande pour aller se faire soigner traîne encore sur la table des autorités, et que vous souhaitez à ce que vraiment cela soit fait pour que la prison ne soit pas considérée pour lui comme étant
une condamnation à mort. C'est ça. Donc, il est malade pas selon Maître Paul Mbeba, il est malade Non, selon les les informations que nous avons dans le rapport médical émis par les médecins de la prison de Makala, et que comme vous venez de le dire, il ne faut pas que la prison constitue pour lui un mouroir. Donc, on a besoin de juger une personne vivante, on n'a pas besoin de juger une personne morte. C'est-à-dire, on juge une personne vivante avec toutes ses capacités. Donc voilà ce que nous demandons, la recommandation que nous faisons aux institutions qui gèrent la prison et les prisonniers de prendre à bras le corps cette demande et de faire faveur à M. Fortuné Bisselele. Au cas où, par malheur, je dis entre guillemets, la requête des avocats de Bifor Bisselele ne trouve pas en tout cas gain de cause, qu'est-ce que vous allez faire? Nous continuerons. Saisir les instances internationales? Oui, je venais de vous dire tout à l'heure que la RDC n'est pas un pays orphelin. La RDC, c'est un pays qui a signé et ratifié des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme. Et donc, nous sommes capables d'user de toutes nos connaissances et saisir les instances nationaux, internationaux et régionaux de défense des droits de l'homme pour que nous puissions obtenir gain de cause, parce qu'on ne blague pas avec la santé. Voilà, Maître Paul Mbeba, je rappelle que vous êtes avocat, défenseur des droits de l'homme. Vous militez au sein de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, que dirige Maître Georges Kapiamba. On va rester toujours à la prison de Makala. Je crois que vous avez suivi la fondation Bill Clinton a fait état, par exemple, de beaucoup de décès ces derniers temps. On parle de 66 décès depuis le début de l'année à la prison centrale de Makala. Je ne sais pas, ça peut être quel commentaire de votre part, ces faits-là, qu'on ait comme ça des prisonniers qui meurent en cascade? 70 personnes mortes, c'est beaucoup. Même une personne. Quand une personne meurt, c'est beaucoup. Donc, ça, c'est très préoccupant. Cela prouve que la prison de Makala a un problème de nourriture, de soins et tout ça. Donc, nous en appelons plutôt aux autorités qui ont le pouvoir de la gestion de la prison et de toutes les prisons, pas seulement la prison de Makala, de prendre soin des prisonniers, de les nourrir correctement et de permettre à ce que cette prison soit d'abord, parce qu'elle est surpeuplée, Vous pensez, vous voyez, une prison qui a été construite pour 1500 personnes en détention, 1500 personnes condamnées, aujourd'hui elle compte plus de 8000 personnes. Et dans les 8000 personnes, il y a 90 ou 85% des personnes détenues préventivement. C'est quand même pas intéressant. La question est de savoir, est-ce que ce sont les magistrats qui sont paresseux plutôt, ou soit ils ne font pas leur travail. Parce que il faut que qu'on procède d'abord à le terme c'est de peupler la prison. Donc, il y a une grande surpopulation carcérale. Et donc, il faut décongestionner la prison. Il faut vraiment qu'on arrive à décongestionner la prison afin que, même si quelqu'un est détenu, mais que cette personne trouve plus ou moins une place où elle peut dormir facilement, une nourriture qui peut la maintenir à vie. Parce que déjà, être prisonnier, c'est frustrant. C'est frustrant et c'est... Il semble qu'il y a des gens qui dorment debout, par terre. Il y en a qui sont parqués comme des animaux dans une cellule, voilà. Des animaux, il y a une très grande promiscuité en prison et qu'il faut vraiment que le gouvernement pense à décongestionner la prison. Ces dénonciations-là, c'est pas aujourd'hui qu'on les fait. Oui, ce n'est pas aujourd'hui, on continue. Mais apparemment... Il n'y a toujours pas de solution. Il y a même les recommandations des États généraux de la justice. Il y a les recommandations des États généraux de la justice. La recommandation, c'est que pourquoi ne pas carrément construire, par exemple, des maisons d'arrêt. Des maisons d'arrêt, des nouvelles prisons aussi. Donc, les maisons d'arrêt, comme ça, toutes les personnes prévenues peuvent aller dans les maisons d'arrêt et que les condamnés dans les prisons. Au moins,
sur 1500 personnes, on peut avoir une prison au moins aérée et que les gens peuvent bien être. Parce que le fait qu'on augmente les gens en prison, on augmente aussi la charge à l'État. Parce que l'État doit se préoccuper de leur santé, l'État doit se préoccuper de leur nourriture, de leur environnement. Et tout ça, ça surcharge encore l'État qui a de grandes responsabilités. Voilà, Maître Bopol Moupemba, on est en train de progressivement, en tout cas, d'aller vers la fin de cet entretien avec vous. Je rappelle que vous êtes avocat, défenseur des droits de l'homme, vous êtes militant donc de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Je ne sais pas si à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la situation est telle que vous la décrivez au niveau de la prison centrale de Makala et maintenant dans l'arrière-pays. C'est comment? Oui. Dernièrement, nous avons fait un tour à Mbuji-Mayi où il y a la même situation, mais nous avons salué quand même l'effort des magistrats de Mbuji-Mayi qui sont en train de lutter pour ne pas encombrer la prison. Voilà. Nous allons aussi évoquer quand même les regains des criminalités, surtout à Kinshasa, les banditismes urbains, à travers des Kuluna. Je ne sais pas quelle est l'approche que vous avez pour la résolution de ce problème, parce qu'on accuse beaucoup plus, vous les activistes des droits de l'homme, de protéger les délinquants, communément appelés Kuluna. Normalement, faut-il utiliser la manière forte? Faut-il faire quoi exactement? Normalement, c'est l'État qui doit protéger la population et leurs biens. C'est ça la mission que l'État a donnée à la police congolaise. Il faut plutôt multiplier et donner les moyens à la police. Parce que si la police n'a pas de moyens, vous entendez par exemple un sous-siète où on trouve une arme ou des armes pendant que les Kouloudas sont 30-40. Quel est le courage qu'un policier aura d'aller réprimer ces Koulounas ou d'aller disperser ces Koulounas pendant qu'il sait qu'il peut tirer 2, 3, 4 fois et puis il n'a plus de munitions ou l'arme pose problème et c'est lui qui sera victime. Il faut mettre assez de moyens, donner assez de moyens à la police, à l'inspection générale de la police pour qu'on organise des patrouilles d'abord, des patrouilles permanentes dans les coins où nous entendons qu'il y a beaucoup de Koulouna. Par exemple, à Massina, à Kingasani, à Bumbu, partout là-bas, qu'on organise des patrouilles. Mais pour organiser des patrouilles, il faut des moyens, il faut des véhicules appropriés qui peuvent entrer dans les coins compliqués, des 4x4 qui peuvent entrer dans les coins compliqués avec des policiers bien armés qui peuvent tant soit peu dissuader. Parce que la politique de les arrêter aujourd'hui, de les présenter devant la population, et enfin de les envoyer à Kanyamaka CC est en train d'échouer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Koulouna pensent que pour aller mener une bonne vie à Kanyamaka CC, il faut être Koulouna pour qu'on soit arrêté et envoyé. Et surtout que nous entendons que ceux qui sont à Kanyamaka CC sont maintenant payés, ils sont bien. Nous avons vu des vidéos, tous nous avons vu des vidéos, ils sont en train de dire merci à l'État. Mais est-ce que c'est le chemin par lequel il faut passer pour aller à Kanyamaka CC? Ça devient compliqué. Ça risque maintenant de commencer à pousser. Un encouragement. Oui, un encouragement. Ça devient un encouragement des autres jeunes qui se disent ah non, ici à Kinshasa la vie est dure, il n'y a pas d'argent. Et si on m'arrête comme Koulouna, je vais créer des troubles, on m'arrête et puis on m'envoie à Kanyamaka CC. Là, je vais faire les champs et puis après je vais commencer à avoir un salaire. Donc vous comprenez que ce n'est pas un chemin, mais il faut que l'État donne des moyens à la police. Des patrouilles, chaque jour des patrouilles. Et il faut aussi professionnaliser notre police. Il faut professionnaliser la police pour que nous puissions commencer à voir ce phénomène diminuer. Oui, maître, vous avez en tout cas 60 secondes. Votre mot de conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin. Mon mot de conclusion, c'est que je demande seulement aux institutions de l'État de faire respecter les droits des détenus et je demande à ce qu'on accorde plus ou moins à M. Bisselele d'aller se faire soigner parce que la vie est sacrée.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Bopol Moupemba. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique. Nous prenons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de votre émission École du changement. Bye. Bye. Et à la prochaine. Merci.